Bonjour, je m'appelle Pierre Lamalati, je suis artiste et historien de l'art et aujourd'hui je vais vous parler d'un monument qu'on croit tous connaître à fond, qui est la Tour Eiffel. Et en fait, c'est un monument qui est extrêmement méconnu et totalement appauvri à l'heure actuelle. La Tour Eiffel, on croit bien la connaître, il y a des tonnes de livres, on la photographie, etc. Mais en fait non, on ne la connaît pas, on ne connaît pas son histoire. Alors, qu'est-ce qui m'amène à parler de ça? C'est que, en ce moment, si vous vous promenez au pied de la Tour Eiffel, vous verrez des grandes zones rouges, d'un beau rouge profond, pas un rouge tocard, un beau rouge. En fait, il s'agit d'un rouge dit rouge Venise. C'était la couleur d'origine de la Tour Eiffel. En réalité, elle était polychrome. Il y avait plusieurs teintes de rouge et il y avait des endroits où c'était jaune, notamment au niveau du premier étage. En fait, le premier étage et la terminaison de la Tour Eiffel étaient beaucoup plus beaux qu'aujourd'hui. Il y avait toute une floraison d'arcades, de décors, et qui était couvert d'une peinture polychrome qui les mettait en relief. En fait, si vous avez vu la Tour Eiffel à ses débuts, vous auriez vu un monument merveilleux, beaucoup plus beau que la Tour Eiffel actuelle, et d'une couleur complètement différente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les 7 ans, comme c'est un monument en fer, on doit la repeindre pour qu'elle ne rouille pas. Et à l'heure actuelle, il y a une campagne exceptionnelle de peinture dans laquelle on la gratte, on l'étudie, on fait toutes sortes d'observations, de prélèvements, d'analyses. Alors, la couleur qui est en train d'être apposée sur la tour Eiffel, c'est une sorte de marron foncé qui est une teinte assez soutenue et qui est plus sombre que la couleur actuelle qui est là depuis une bonne quarantaine d'années et qui est une sorte de beige assez clair. Alors, c'est pas une différence traumatisante pour les Parisiens, donc pour beaucoup de gens, ça sera pas un drame, bien que ça soit, à mon avis, moins beau que la précédente. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette couleur a deux inconvénients. D'abord, elle n'est pas du tout légitime, c'est pas du tout la couleur qu'a voulu le créateur de la Tour Eiffel, qui était Sauvestre. Et d'autre part, cette couleur qui est sombre et qui est une couleur vraiment terreuse, elle ne peut que gêner les éclairages multicolores qui égayent la Tour Eiffel. Donc en fait, c'est vraiment une très mauvaise idée de peindre actuellement la Tour Eiffel en marronasse. L'histoire de la Tour Eiffel, il faut se replonger dans l'histoire des expositions universelles. Qu'est-ce que ça veut dire universel? Ça ne veut pas dire international au sens où tous les pays du monde entier y participent. Ça veut dire que, bien au contraire, c'est toutes les disciplines de l'esprit, toutes les dimensions de l'esprit créatif, qu'il s'agisse de l'invention scientifique et technique ou de l'esprit artistique qui participent. Les expositions universelles, ce sont des expositions dans lesquelles, au fond, l'art et les sciences se conjuguent et sont mises à égalité. Alors c'est une formule qui met particulièrement en avant la France, parce qu'à cette époque, il y avait d'autres pays industriels très avancés, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, mais la France, elle a la particularité qu'à cette époque, les arts sont une véritable industrie. Il y a une quantité inouïe de sculpteurs, d'architectes, et c'est l'esprit des expositions universelles. Alors pour l'exposition universelle de 1889, la France veut étonner le monde. En effet, elle se sent diminuée après la défaite de 1870. Elle veut faire quelque chose d'extraordinaire. Et Eiffel propose de faire une tour remarquable par sa hauteur. Il confie à ses ingénieurs de faire un projet, mais quand il voit le résultat, il comprend tout de suite que ça colle pas. Ça colle pas avec l'esprit des expositions universelles, parce que c'est un édifice purement technique, c'est une prouesse technique et rien de plus. Et c'est là que Eiffel comprend qu'il faut que ça soit un monument à la fois technique et artistique. Et c'est à ce moment-là qu'il va recruter l'homme de la situation, Stéphane Sauvestre, qui est un grand architecte de l'époque. Sauvestre fait partie de la première promotion de l'ESA, École spéciale d'architecture, qui a été créée dans l'environnement de Viollet-le-Duc. Et c'est dans ce foyer, en quelque sorte, que va naître l'Art Nouveau. Pourquoi? Parce que Viollet-le-Duc a beaucoup étudié le gothique, qui est une source complètement différente de la référence au grand siècle et au classicisme.
Et Sauvestre, à la Tour Eiffel, mais aussi dans beaucoup d'autres bâtiments dans Paris, va être l'un des architectes qui alimente ce contexte de démarrage de l'Art nouveau. En 1889, c'est le tout début de l'Art nouveau, et l'exposition universelle voit une floraison décorative avec de la céramique et de la brique et beaucoup de bâtiments en fer. Et la Tour Eiffel, d'une certaine façon, est peut-être le premier grand monument d'Art nouveau de Paris, ou en tout cas de proto-Art nouveau. Il va s'atteler à la Tour Eiffel, et il va complètement la redessiner, il va en faire un monument artistique. Notamment, il va y avoir le premier étage qui va être une sorte de festival d'arcades, de floraison. Il va y avoir cette polychromie, il va y avoir l'arche en haut, la Tour Eiffel est rééquilibrée. Et là, la Tour Eiffel devient, à ce moment-là, à la fois quelque chose de fabuleux sur le plan technique, mais aussi de très beau sur le plan artistique. Alors, assez vite, les choses évoluent défavorablement. Toutes les constructions métal, céramique et briques qu'on apprécie tant aujourd'hui et qui avaient fait un petit peu le prestige de l'exposition de 1889 sont moins appréciées. On pense que le prestige de Paris est lié à ses façades en pierre, et la tour Eiffel, en métal et rouge pétulante, dérange. Alors du coup, Eiffel va la repeindre en des teintes marronasses, abéjâtres, qui s'approchent de plus en plus de la couleur de la pierre pour qu'elle s'intègre ou qu'elle passe un peu plus inaperçue. En plus, il n'a plus envie de s'embêter avec la polychromie voulue par son architecte, Sauvestre. Il a fait badigeonner de la même teinte de haut en bas sans s'embêter avec les polychromies. Et en 1907, on en arrive à un badigeon général béjâtre qui est tout à fait contraire à ce qu'a voulu l'architecte au départ, Sauvestre. Alors, au tournant du siècle, on parle de plus en plus de détruire la tour Eiffel, comme on a détruit d'ailleurs énormément de bâtiments magnifiques des expositions universelles. Alors, il y a quelqu'un que ça embête beaucoup, cette histoire de détruire la tour Eiffel, c'est le général Ferrier. C'est un pionnier des télécommunications et il utilise la tour Eiffel pour développer les télécommunications, chose qui sera très utile lors de la guerre de 14-18. Et le général Ferrier se lance avec un groupe de militaires dans une opération de sanctuarisation de la tour Eiffel, et il commande une statue qui dit grand monument, dit grand génie, et donc il commande à Bourdelle une statue de Eiffel. Et la commande a lieu tout à fait au début du XXe siècle, et c'est seulement une trentaine d'années plus tard qu'elle sera installée, mais elle sera installée sous la tour Eiffel. La tête d'Eiffel sera dorée à l'air fin, et ça installera dans l'opinion l'idée que Eiffel, qui est mort à cette époque, est un grand génie, et que sa tour Eiffel est l'œuvre d'un grand génie. Alors, c'est pas si simple que ça à l'époque, parce que Eiffel, au fond, qui est juste un entrepreneur en métallerie, est touché par des scandales financiers, notamment le fameux scandale de Panama, et donc c'est un personnage qui est vu comme un spéculateur bas de gamme. Mais on arrive dans les années 30 avec Eiffel sanctuarisé. Et ça, c'est une grave erreur parce que, en fait, on a sanctuarisé le propriétaire, le maître d'ouvrage, et pas le maître d'œuvre. On a oublié dans l'opération l'architecte, qui est Sauvestre. Et cet oubli du créateur de la Tour Eiffel va être lourd de conséquences dans la suite. Alors, la catastrophe la plus grave pour la Tour Eiffel intervient en 1937. C'est l'année de l'exposition internationale, particulièrement calamiteuse. Alors, vous voyez, on ne parle plus d'exposition universelle, mais d'exposition seulement internationale, et les organisateurs demandent à chaque pays de donner des projets d'avenir, comment ils voient la modernité, comment ils voient l'avenir. Et la plupart des pays répondent par des projets politiques. Et c'est ainsi que l'Allemagne nazie fait un grand pavillon très arrogant qui fait face à celui de l'Union soviétique. Alors, il n'est question que de constructions très puissantes, de héros musclés, et tous les pays expliquent un peu, chacun à sa manière, son projet d'avenir.
Et la France, qui est pourtant une république, n'échappe pas à ce mouvement de brutalisation. On détruit le merveilleux palais du Trocadéro, et en ce qui concerne la Tour Eiffel, on lui enlève tous ses décors. Elle devient, à partir de ce moment-là, un simple pylône avec des poutrelles. Alors, qu'en est-il de l'époque présente? Eh bien, à l'approche des Jeux Olympiques, la mairie de Paris a décidé de faire repeindre la Tour Eiffel, et ça s'inscrit dans un grand projet de rénovation du site, un projet à 110 millions d'euros, qui d'ailleurs est très contesté. Alors, un architecte en chef des monuments historiques s'est penché sur la question, et bizarrement, il a exclu de poursuivre avec la même peinture que celle qui est là à l'heure actuelle, qui a au moins la légitimité de l'existant. Et il a exclu aussi de reprendre la couleur d'origine et sa polychromie, pour des raisons qu'il n'explique pas. Il prend une peinture qui est celle de la 4e campagne de peinture dont j'ai parlé tout à l'heure. Le choix de peindre la Tour Eiffel en marron foncé, c'est un choix personnel d'un architecte en chef des monuments historiques. Il n'a aucune légitimité parce que c'était pas du tout comme ça que le créateur de la Tour Eiffel la voyait. Il a pris il a pris pour des raisons inconnues la couleur d'une des campagnes de badigeonnage de la Tour Eiffel, mais qui n'était sûrement pas la plus réussie, hein. Donc c'est une teinte qui est éminemment discutable. Alors, donc au départ, il y avait la Tour Eiffel telle que créée par Sauvestre, et puis un certain nombre d'années plus tard, Eiffel a essayé de la badigeonner au moins cher et en faisant un monument qui se fasse oublier dans le paysage, c'est-à-dire un monument qui se rapproche de la couleur de la pierre ou de la couleur de la terre. C'est un peu un choix utilitaire et de circonstance, mais c'est pas du tout respecter la volonté de son créateur. Et il est bien évident que la couleur d'origine était beaucoup plus belle. Alors, l'architecte en chef des monuments historiques aurait pu utiliser aussi la couleur existante. Ça, personne ne lui aurait reproché de prolonger la couleur actuelle. Et repousser à plus tard une réflexion sur ce sujet. La couleur actuelle, elle avait le mérite que tout le monde y était habitué et qu'elle était assez claire. Mais revenir à un marron foncé, c'est vraiment une mauvaise idée et qui n'a aucune légitimité historique. Alors, cela dit, ce marron foncé n'est quand même pas très éloigné du beige clair à l'heure actuelle. Et bon, ça ne sera pas traumatisant pour les Parisiens, mais je le répète, ce n'est pas quelque chose qui va dans la bonne direction. Alors, vous voyez, la situation de la Tour Eiffel est extrêmement triste. Il faut voir qu'elle n'est même pas classée monument historique, alors que c'est un des monuments les plus fameux de France. Elle est juste inscrite à l'inventaire supplémentaire. Alors la question qui se pose et qu'il faudrait poser avec beaucoup de fermeté et d'enthousiasme, c'est quand est-ce qu'on va restaurer la Tour Eiffel? C'est tout à fait possible de la faire. On a des plans extrêmement précis des décors d'origine, notamment des festons qui ornaient le premier étage. Ça serait une entreprise magnifique de la restaurer dans sa splendeur de la Belle Époque. En plus, je pense qu'il y a une dimension culturelle et presque politique. La Tour Eiffel qu'on a sous les yeux, elle est appauvrie par la brutalisation de l'époque des fascismes, et la restaurer lui rendrait ce mélange de splendeur artistique et d'audace technologique qui marquait les débuts de la Troisième République. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer qu'un monument qu'on croit connaître, en fait, on peut le voir sous un tout autre angle et restituer la richesse de son histoire à l'origine. Et dans la série de vidéos qui vont suivre, je vais essayer de vous montrer soit des monuments du patrimoine, soit plus souvent des peintures de l'histoire de l'art, sous un autre angle, pour montrer que, en fait, souvent, on regarde ça avec une vision rétrécie et très conventionnelle, et qu'il y a tout intérêt à se saisir différemment et de façon plus ouverte et plus riche de notre histoire de l'art.